Quarantaine rugissante, fiction passion, ce soir. Mesdames et messieurs, bonjour. Miss Suisse romande au sommet. La Valaisanne Sarah Briguet a été couronnée Miss Suisse la nuit dernière à Zurich. D'autres titres de l'actualité. Émouvante cérémonie à la mémoire des disparus du sida au parc des Bastions à Genève. Il y a 50 ans, la bataille des Rousses libérait le pays de Gex de 5 ans d'occupation allemande. Et sur notre plateau, Stéphanie Kunz, étudiante en lettres à Genève, qui nous parlera de son expérience. Elle vient de passer près d'un mois dans le camp de réfugiés de Kakuma au Kenya, dans le cadre d'un programme du HCR. Miss Suisse est valaisanne. Elle a été couronnée la nuit dernière au Palais des Congrès de Zurich. Sarah Briguet de Sierre, 23 ans, détenait déjà le titre de Miss Suisse romande. Ses deux dauphines, une tessinoise et une lausannoise. Des précisions avec Anne Cuneo. Elle n'est encore qu'une des 16 finalistes, Sarah Briguet, au moment où, tout comme ses compagnes, elle se présente une dernière fois en robe de soirée, au jury et au public, parmi lesquels on distinguait de nombreuses Miss de ces dernières années. Après ce tour d'honneur, c'est l'attente du résultat que l'on trompe par une dernière retouche. Et voilà le grand moment. Miss Suisse 1994. Miss Svizzera 1994. Heißt Sarah Briguet! Sarah Briguet travaille comme employée dans l'administration communale de Sierre. Elle écrit des chansons qu'elle chante avec un groupe valaisan. Depuis mai dernier, elle était déjà Miss Suisse romande. Ses dauphines sont Véronique Crène, qui vit à Ascona, mais est aussi d'origine valaisanne, et Myriam Ramseyer, une lausannoise. En un mot, hier soir, au Congresshaus de Zurich, il n'y en a eu, ou presque, que pour la Suisse romande. On parle du Valais encore. Plus de 3000 étudiants actifs ou anciens ont littéralement envahi, en effet, la ville de Sion. Et cela à l'occasion de la 148e fête centrale de la Société suisse des étudiants, une société créée en 1841. Liliane Baronne. Soleil radieux et franche bonne humeur pour cette fête centrale haute en couleurs. Mais qu'est-ce qui pousse aujourd'hui des jeunes à adhérer à une société vieille de plus de 150 ans et qui trimballe encore de très anciennes traditions? Ce qui m'a attiré, c'était l'amitié. On fait la connaissance beaucoup de gens dans toute la Suisse, de toutes les facultés. Et les filles, elles sont là elles aussi, mais en minorité. En tant que femme, on essaye aussi d'une certaine manière à s'imposer, à imposer nos idées, parce que je pense qu'on a autant de droits qu'un homme, donc, mais je crois qu'actuellement les hommes acceptent de plus en plus que les femmes aient aussi leur mot à dire. Assemblée générale où les actifs ont entériné un accord passé avec le PDC qui collaborera matériellement à la création d'une académie de post-formation où seront dispensés des cours d'éthique, de rhétorique, d'histoire et de politique au sens large. Après le travail, les réjouissances. Sion avait éteint toutes ses lumières pour faire place au concert apéritif, puis au cortège au flambeau. Un cortège qui s'est déroulé dans une chaude ambiance, une chaleur qui, à la vue des visages colorés, ne devait pas seulement son existence aux flammes des flambeaux. Compétition inédite hier soir dans les rues de Lausanne. Les vélos tout-terrain ont envahi la capitale vaudoise à l'occasion d'une course qui sort des sentiers battus pour prendre des voies inédites. Christian Séchaud. 3 relayeurs par équipe, des zones piétonnes à n'en plus pouvoir et un centre-ville vallonné à souhait. Il n'en faut pas plus pour lancer une 60aine d'équipes de 3 concurrents à la conquête du pavé. Départ façon 24 heures du Mans. Place de la Riponne, escalier du marché. Sous la cathédrale, il y a ceux qui osent et ceux qui n'osent pas.
Et c'est bien connu, où il y a de la chaîne, il n'y a pas de plaisir. Pour tous ces représentants de la gente humaine, le relais est l'occasion de se refaire une santé et de partager les premières impressions. Rouler la nuit, ça m'est jamais arrivé, mais c'est super parce que on voit pas grand-chose, on n'entend que du monde, que du bruit. Les gens qui applaudissent, il n'y a que ça qu'on voit. Je dépassais un gaillard par la droite, puis je me suis fait serrer contre le mur, et puis on s'est les deux chopé les barrières et puis le mur. Vous allez quand même continuer le VTT à l'avenir? Oui, je vais continuer, c'est pas une chute qui va m'arrêter, mais ça fait réfléchir. Et c'est vrai que pour descendre les escaliers de la place Arlot sur un vélo, il faut être un pneu gonflé. Au bout du compte, pourtant, rien que des bobos, et pour tous, surtout peut-être, le plaisir d'avoir roulé dans des rues habituellement interdites. Émotion à Genève lors de la solennelle cérémonie des Quilts en mémoire des disparus du sida. C'était la première fois en Suisse qu'un tel événement se déroulait en extérieur, dans un lieu ouvert et symbolique, le parc des Bastions. Face à toutes ces vies trop tôt disparues, même si je n'en ai plus toujours la force, je réclame le droit de pleurer. Pleurer en se souvenant des nombreux, trop nombreux morts du sida. Andy, Daniel, Marco. Cette cérémonie du culte est l'occasion de ne pas oublier qu'au-delà des statistiques, il y a des noms, des vies. Chaque panneau commémoratif a été confectionné par les proches d'un disparu, mais il ne doit pas s'arrêter là. Reto, Ursi. Cette cérémonie le porte plus loin pour que personne n'oublie, pour que la lutte contre le virus, mais aussi contre l'exclusion sociale des malades du sida, continue. Et elle ne doit pas rester l'affaire des seuls porteurs du virus. Plus de 300 personnes ont assisté hier au déploiement de ces souvenirs brodés, tissés, collés, de ces bouts de vie sur tissu, en espérant que cette litanie des noms cesse un jour. Reggie, Niklaus, Roland et Hans. Et tant d'autres encore. Commémoration des 50 ans de la Libération, nous évoquions hier la bataille des Rousses qui, à 2 pas de la frontière suisse, mit fin à l'occupation allemande dans la région. Alex Descotes évoque ce que fut la vie quotidienne dans le pays de Gex et la vallée de la Valserine pendant ces 5 ans d'occupation allemande. À 2 pas de Genève, coincé entre la frontière suisse et la chaîne du Jura, le pays de Gex n'était guère propice aux actions de la résistance. Dans le pays de Gex même, c'est-à-dire de ce côté de la montagne, où est-ce que vous voulez implanter un maquis avant qu'il soit repéré dans les 48 heures? Il n'y a aucun endroit. Il fallait aller de l'autre côté du Jura. C'est pour ça qu'on s'est beaucoup appuyé sur les gens de la vallée. Vous aviez des villages dans la Valserine où tout le monde était résistant, depuis le curé jusqu'au dernier type. On était des terroristes. On était des hors-la-loi par le fait. Ouais. Le maquis était à Mijou seulement la nuit. Ils étaient là-haut, sur le plateau, les moussières, la peste, vous voyez. Et puis la nuit, ils descendaient et les Allemands, à ce moment-là, n'étaient plus à Mijou constamment. Ils étaient au col de la Faucille. Alors ils allaient attaquer les Allemands au col. Mais le rôle de la résistance, c'était aussi de servir de passeur entre zone libre et zone occupée. À Mijou, la ligne de démarcation coupait le village en 2. Le passage était interdit, sauf pour la messe et les enterrements. Ah oui, oui, surtout au moment des enterrements. Il y avait des tas de gens qu'on ne connaissait pas, qui ne faisaient pas partie de la famille du défunt, mais qui arrivaient avec des voiles, avec toutes sortes d'affaires. Bon, on les casait dans la famille. Une fois qu'ils étaient passés, ben, ils s'en allaient où ils voulaient. Plus haut dans la vallée, le village de la Cure faisait frontière avec la Suisse et les abords de cet hôtel, à cheval sur la frontière, furent le lieu de nombreux passages d'agents secrets. On habitait au-dessus du garage alors. Ils arrivaient là-bas derrière. Et on mettait le rideau à la fenêtre et on prévoyait son passage. On filait dans la forêt jusqu'à la route de Saint-Cergue et après on redescendait à travers champs jusqu'à Nyon. On restait 2 jours et on remontait comme ça. On était inconscients, parce qu'on ne leur ferait pas. Hein.
Quelqu'un arrivait, ben voilà, on arrivait, il mangeait, était avec nous, on savait que c'était un agent. On faisait attention, attention, ils sont là. On regardait où ils étaient. Pendant qu'ils étaient là-haut, ben, ils passaient à travers, puis voilà. Fin août 1944, la région était libérée, la résistance entrait dans l'histoire. À ces nombreuses activités, le HCR, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, a ajouté l'année dernière un programme international pour les étudiants. L'année dernière, 5 étudiants japonais ont passé un mois dans le camp de Kakuma au Kenya. Cette année, le programme a été élargi à d'autres nationalités et parmi ces étudiants, Stéphanie Kuntz, étudiante en lettres à l'Université de Genève. Alors Stéphanie, avant qu'on parle de votre expérience à Kakuma, peut-être quelques images et quelques explications sur ce camp avec Myriam Gazugoudal. Un village kényan comme un autre? Non. Ici, sur 18 km², s'étend un camp de réfugiés qui compte 44 000 personnes déplacées qui ont fui le Soudan, l'Éthiopie ou encore l'Ouganda. Particularité de ce camp, un quart des réfugiés sont des mineurs qui ont perdu leurs parents au cours de leur exil. Cet adolescent a 16 ans. Il a dû fuir son pays d'origine, le Soudan, il y a 7 ans. Un exil qu'il a successivement mené en Éthiopie et au Kenya. Dans sa fuite, alors âgé de 9 ans, il a perdu toute sa famille. Dans ce camp de réfugiés, les orphelins vivent en groupe de 5 et la vie n'est pas toujours facile. À Sefa, cet Éthiopien de 16 ans en témoigne. Quand je vais à l'école, personne ne me prépare à manger, personne lave mes habits, personne ne fait rien pour moi. Quand je rentre de l'école, je dois tout faire moi-même. Et je n'ai plus le temps même de lire mes livres. Ici, le HCR pousse les réfugiés à envoyer leurs enfants à l'école. 2 jardins d'enfants, 19 écoles primaires, 1 école secondaire et 2 bibliothèques. Mais les livres sont très rares et les classes très nombreuses. Peu de perspectives pour ces réfugiés. Le Kenya ne peut pas tous les absorber et refuse de les intégrer dans son pays. Seule solution pour ces réfugiés, attendre dans un camp comme celui-ci, de pouvoir enfin rentrer chez eux. J'aimerais que la guerre finisse pour pouvoir rentrer dans mon pays. Mais chaque mois, 1000 nouveaux réfugiés soudanais arrivent à Kakuma, chacun avec son histoire et son drame. Parfois aussi un instant d'espoir, ce jour-là, une famille se retrouve. Stéphanie Kuntz, vous avez passé en mois de juin 3 semaines et demie à Kakuma. Alors finalement, le but de ce programme du HCR, c'est quoi? C'est faire bénéficier les réfugiés, les enfants réfugiés du savoir-faire des étudiants et ensuite aussi de sensibiliser l'opinion publique aux problèmes des réfugiés? Oui, donc c'est une expérience qui se basait un petit peu sur 2 niveaux. Tout d'abord, nous étions 7 étudiants d'un peu partout dans le monde à nous rendre donc à Kakuma. On avait chacun choisi un projet ou un domaine qui nous intéressait un petit peu plus particulièrement. Et bon, ça c'était donc un travail à court terme. L'expérience basée sur un autre niveau également, c'était un travail à long terme, c'est-à-dire un travail de témoignage par la suite dans nos pays respectifs. Alors, pour vous, le travail à court terme, c'était l'enseignement de l'anglais et de la musique à de jeunes enfants réfugiés, parce que vous enseignez aussi accessoirement, en plus de vos études en lettres ici à Genève. Alors, on va peut-être voir quelques images où on vous voit justement à Kakuma, parmi vos élèves. Alors, c'était des enfants de quel âge? C'est difficile de dire quel âge ils avaient exactement, c'était un niveau 6e primaire. Malheureusement, ces enfants, pour la plupart, ils n'ont pas suivi une scolarité normale, c'est-à-dire qu'ils sont partis de leur pays durant de nombreuses années. Donc je dirais que mes élèves avaient entre 12, 15, 16 ans. C'était difficile à dire. Et quelle motivation de ces enfants? Est-ce qu'ils suivent avec fidélité les cours? Est-ce qu'ils sont très assidus? Ça se passe comment en fait? Oui, donc ils sont très très motivés. Ça m'a beaucoup frappé parce qu'en fait dans ma classe j'avais 80 élèves assis par terre. On avait 4 livres seulement d'anglais pour toute la classe. Et je dois dire qu'au début ça me faisait un petit peu peur. Et en fait ça s'est très très bien passé. Les élèves étaient très très attentifs et on a quand même réussi à en tirer quelque chose. En fait, quelle était votre motivation pour partir là-bas et ça s'est passé comment en fait? Quels sont les critères de choix pour aller là-bas? Bon, c'était un petit peu par hasard que j'ai entendu parler de ce programme. Bon, les critères, c'était qu'il fallait avoir 21 ans, il fallait parler l'anglais, il fallait être prêt à payer son voyage jusqu'à Nairobi. Et puis surtout, il fallait être prêt à témoigner à notre tour. Ça c'est l'autre aspect de ce programme. Voilà, exactement. Sensibiliser l'opinion publique, mais sous quelle forme? Comment allez-vous faire?
Alors moi personnellement, bon, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, Courant, qui est un magazine universitaire, va faire un dossier spécial sur les réfugiés. Donc je vais participer à ce projet. On va essayer également d'organiser une table ronde ou une conférence. Sinon, bon, j'ai contacté 2-3 radios. Et puis une autre idée, c'était aussi de demander à mes élèves à Kakuma d'écrire des lettres et puis d'essayer d'établir une correspondance avec certains élèves ici à Genève. Et alors il y a encore un autre aspect, je crois. Vous avez participé aussi à un projet contre la violence des femmes, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que l'après-midi, j'assistais plutôt à des interviews de femmes victimes de violences. Bon, il faut savoir que 80% des réfugiés sont quand même des femmes et des enfants. Ce sont les plus vulnérables. Et bon, moi, disons, le genre de problème auquel j'ai assisté, c'était surtout des problèmes d'avortement. Ce sont des jeunes femmes éthiopiennes qui arrivent à Kakuma seules, qui paniquent à l'idée de se retrouver seules. Donc tout de suite, elles cohabitent avec un homme. Bien sûr, elles tombent enceintes et puis elles avortent fréquemment 3 à 4 fois. Donc inutile de rentrer dans les détails, les infections sont énormes. Et c'est vrai que c'était vraiment choquant de voir ces jeunes femmes de mon âge arriver à ces interviews pratiquement pliées en deux sous la douleur. Et que peuvent être les applications concrètes d'un tel projet? Est-ce qu'on peut vraiment empêcher ce genre de... Non, c'est difficile. brutalité? Disons, le but de ce projet, c'était surtout d'essayer d'améliorer l'information, de prévenir d'autres abus et puis surtout de faire en sorte que ces jeunes femmes soient soignées. Bien, Stéphanie Kunz, je vous remercie de ces précisions sur votre expérience africaine. Voilà, un peu de sport maintenant avec un tour complet du championnat suisse de football. C'était hier soir, le 6e tour déjà, et c'est assez rare pour être signalé, aucune victoire des équipes recevantes. Voici des reflets des rencontres qui concernaient les clubs romans avec Frédéric Neumann. Lucerne-Xamax, on entre à la 72e minute. Adriano se fait sécher par Vanek. Le Brésilien va se faire justice lui-même. Xamax réalise la bonne opération de la soirée. L'arbitre, M. Rötlisberger, va faire durer le plaisir, ce qui n'est pas du goût de Gilbert Gress. Puis là, on leur envoie la Coupe du Monde, ça vous détonne, c'est incroyable! Oh, c'est fini! C'est bon! Servette Haro, les Genevois fatigués encaissent un premier but à la demi-heure, un superbe lob de Ratinho. Réplique juste après la pause, Renato se fait crocheter. Le coup franc est magistralement transformé par le Brésilien. Nouveau coup de boutoir, Argovien, Fink redonne l'avantage à ses couleurs. Mais Renato, encore lui, réplique de la plus belle des manières et permet à Servette d'arracher le nul 2-2 au Charmy. Douche froide à Tourbillon. Sion encaisse un but à la 4e minute face à Saint-Gall. Un but signé Gilevix, le Polonais. Mais Sion sera récompensé pour tous ses efforts à la 52e minute. Égalisation par Bonvin, c'est un salaire minimum. Au Wankdorf, tout s'est joué en 35 minutes. Lausanne ouvre la marque par Laplaca. Sogby réalise le contre-pied parfait sur penalty. Et Jalanza réduit un score qui ne bougera pas. Lausanne s'impose 2-1 face à des Bernois qui font preuve d'une certaine lenteur en ce début de championnat. Un seul point en 6 rencontres. Ajoutez à cela la victoire des Grasshoppers à Bâle et le nul entre Zurich et Lugano et vous trouverez le classement suivant. Grasshoppers et Xamax seuls en tête avec 10 points devant Lugano et Lucerne alors que Sion reste en dessous de la barre. Cyclisme, c'est sous un ciel sans nuages que 172 coureurs ont pris le départ ce matin à 10h du championnat du monde sur route à Agrigente en Sicile, arrivée attendue à 17h environ après 19 tours de circuit, soit 252 km. Alors la situation après 3 heures de course, on écoute Bertrand Dubout en direct d'Agrigente. Dimitri Konichev. Alors nous entrons ici en queue de peloton, un peloton qui perd quelques éléments au fil des tours. Il y a encore 165 concurrents.
après 110 km de course par grosse chaleur ici à Agrigento sur le circuit des Temples. En tête, un coureur seul qui est parti au premier tour, c'est le Colombien Raúl Montana. Il a compté jusqu'à 4 minutes 15 d'avance. Le peloton a un petit peu laissé faire. Il y a un coup, comme l'on dit, qui est parti au 4e tour avec le Français Durand, avec Richard Virenque, avec Yecker. Tout ça a été repris. Montana a continué à caracoler en tête. Et finalement, on débouche sur cette situation. Une course en attente en quelque sorte, alors qu'avec le peloton maintenant, on est sur le point d'aborder cette fameuse montée du circuit de la vallée des Temples à Agrigento, avec Montana qui perd toujours plus de terrain, et puis le peloton. Depuis quelques instants, on voit tout de même que certains des coureurs en vue de ce mondial commencent à se manifester quelque peu, de façon pas tellement ostensible, mais enfin... C'était Bertrand Dubout en direct donc des championnats du monde de cyclisme sur route, arrivée prévue à 17 h environ. Voilà, les prévisions de la météo, cet après-midi plutôt nuageux, averses possibles le long du Jura et dans les Préalpes. Demain d'abord temps variable puis développement de belles éclaircies, même type de temps d'ailleurs pour mardi et mercredi. Température en pleine 25 degrés cet après-midi. Demain après-midi, une petite baisse, 18 degrés. Voilà, fin de cette émission. Merci Stéphanie Kunz d'être venue témoigner sur ce plateau. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Excellent après-midi. À demain. Aujourd'hui, en direct de Spa-Francorchamps, Formule 1, Grand Prix de Belgique. Nouveau sur vidéo, Sauver Willy. L'histoire d'une amitié extraordinaire entre un garçon de 12 ans et un orque géant. Le plus beau film familial de l'année. Sauver Willy, la cassette vidéo. Maintenant en vente partout.